Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette autre émission, Un café avec votre député. Mais là, aujourd'hui, ce sera un rafraîchissement avec votre député, puisque c'est la dernière de la saison. T'es content que tu dis pas ça une bière avec votre belle-mère ou je sais pas quel jeu de mots que tu as cette capacité-là de créer avec un café avec votre député? Ben non, un rafraîchissement aujourd'hui. Et c'est ça, il fait beau dehors. Et là, on aurait aimé ça être sur une terrasse pour la dernière, mais malheureusement, on voulait pas donner le trouble à toute l'équipe de tout déplacer. Parce que ça demande beaucoup de logistique, amener tout ça sur une terrasse. Donc, on va faire ça en studio. Et en cette marge de festivité de la fête nationale, je pense qu'on peut se souhaiter bonne fête nationale. Puis une bière est tout à fait appropriée. Voilà, alors fête nationale, c'est là qu'on enregistre cette émission. Grosse émission parce qu'on va faire le bilan de ce qui s'est passé dans la dernière session. On parlait de dossiers aussi très importants. On va parler entre autres du dossier de ce qui s'est passé du côté de l'équipe Canada au niveau du hockey. On va revenir aussi sur un voyage prochain qui s'en vient pour vous. On va revenir sur la tournée des François Blanchette en région et on parlera de la fierté de nos équipes québécoises dans un certain sport. On reviendra là-dessus. Beau menu. Un petit peu plus tard. On va y aller tout de suite avec le bilan. Il s'en est passé pas mal d'affaires. Qu'est-ce qui a retenu le plus l'attention de votre dernière session? Bien, ça a été une année assez, en tout cas, moi, quand je regarde le nombre de kilométrages fait, c'est sûr que je suis particulièrement fier de ce qui a pu être fait. C'est un bilan qui est assez lourd. Quand on l'a envoyé aux médias, on se rendait compte que on essaie toujours de schématiser, mais c'était plus difficile à le faire dans ce contexte-là. D'abord, je pense que le premier enjeu, c'est la pénurie de la main-d'œuvre. C'est sur celui que, ça serait tout passé l'élection de la dernière élection, mais j'ai dit que ma priorité serait celle-là. Je l'ai amené au comité de l'industrie. On a fait une étude sur la pénurie de la main-d'œuvre qui s'est complétée là, cette semaine, notamment avec Jean-Guy Couillard. Jean-Guy Couillard, qui est un citoyen d'Amos, que j'ai invité, qui est un retraité actif, un retraité qui a retourné sur le marché du travail ici à la Coop IGA et que j'ai rencontré dans le contexte de la tournée des François et qui avait ce discours-là qui, moi, m'apparaissait très rafraîchissant pour lancer le message de dire « Hey, nos aînés ont une force de travail, mais il faut leur donner des moyens que ça soit stimulant, intéressant, avantageux pour eux d'être au travail. » Donc, c'est le message qui est venu nous donner. Il y avait aussi Vincent Rousson de l'UQAT pour notamment toute la question des refus sur les étudiants étrangers internationaux qui viennent de pays francophones, africains particulièrement. Puis on se rend compte dans les statistiques, il y a à peu près 20 % de plus de refus au Québec en français que dans le reste du Canada. C'est scandaleux, mais des genres d'éléments comme ça, c'est choquant. La pénurie de la main-d'œuvre, un des enjeux, c'est évidemment les travailleurs étrangers temporaires et les conditions pour accélérer les traitements d'immigration et de citoyenneté. Mais sur les travailleurs étrangers temporaires, on exige encore une mesure qui était peut-être utile il y a 20 ans, 30 ans, mais qui maintenant, de prouver qu'il n'y a pas un bon Canadien qui va aller faire une job en agriculture, en restauration ou autre, c'est une perte de temps totale qui est évaluée à peu près à 48-49 jours ouvrables. Donc, on parle de 3 mois net en moyenne. Ça peut être plus que ça, de paperasse administrative, mais de délai administratif, juste pour pouvoir dire « Ah ben oui, c'est correct que tu te tournes vers l'étranger ». Ça, moi, je pense qu'il faut l'abolir, ou du moins le suspendre à long terme. C'est ce qui est venu nous dire aussi cette semaine la Fédération des chambres de commerce du Québec. Mais c'est donc dire cet enjeu-là, je l'ai martelé aussi beaucoup là-dedans, et bien d'autres. Fait que ça, ce premier enjeu-là, pour nos travailleurs, pour nos entreprises, pour nos industries, de dire « Regarde, la pénurie de la main-d'œuvre, ça prend des solutions », a été mis là, clairement sur la table. J'ai bien hâte qu'il y ait un rapport là, qui puisse être déposé. Tu me parles de ça, tu as parlé de perte de temps dans ce dossier-là, mais il n'y a pas seulement ce dossier-là où il y a des pertes de temps. On va aller sur le dossier de Service Canada parce qu'on le voit là, dans les médias nationaux en ce moment. Ça occupe beaucoup de place dans la couverture qui se fait. En ce moment, le problème, il est chez Passeport Canada. Ça ne fonctionne pas. Là. Tout est épouvantable. Je te dirais, là, la caméra est sur Passeport Canada, mais ce qu'on a vécu au printemps, c'est catastrophique partout. J'ai accueilli une famille ukrainienne, ils sont arrivés finalement cette semaine, mais ça a pris plus de 2 mois avant qu'ils reçoivent la confirmation que leurs enfants peuvent partir avec eux. Fait que c'est comme si le papier qui a été approuvé, mais qui est resté sur la table pendant 2 mois de temps, pendant qu'eux autres étaient en cavale en Europe. Mais des familles comme ça, il y en a eu des milliers. Ça, c'est le cas d'Immigration et Réfugiés Canada. Finalement, tous les délais que tous les gens vivent, on parle de 30 mois de délai. Il y a des entreprises qui ont des travailleurs qui sont même sur place, mais qui ne peuvent pas travailler en Abitibi-Témiscamingue parce qu'ils n'ont pas capable d'avoir la confirmation qu'ils ont le droit d'avoir leur permis de travail. Au niveau de l'IA, de l'Agence du revenu, c'est catastrophique. Avoir une ligne téléphonique, c'est catastrophique. La PCU, il y a eu des cas dans lesquels ils ont reçu de l'argent 2 fois. Ils ont vérifié, ils ont remboursé quand ils ont reçu une lettre 6 mois plus tard. Mais quand c'était le temps de faire les retours d'impôts, on parle quasiment de 2 ans plus tard, ils se refont dire « Vous n'avez pas remboursé, donc on ne vous enverra pas votre argent de retour d'impôt. » Mais non, je vous l'ai envoyé. Ah, on n'a pas de trace de ça.
Il y a des choses partout avec le fédéral. C'est capotant. Mais l'enjeu des passeports, surtout que nous, on voit tout le chaos qui se passe à Montréal. À Gatineau, moi, je voyais des gens à chaque jour, là, justement, qui campent, là, qui sont là avec leurs chaises de camping ou leur tente. Je les ai vus toute la semaine. Là. Et nous, on rajoute 6 à 8 heures de route. C'est complètement capotant, c'est aberrant. Puis moi, je revendique quand même qu'il y ait plus de Service Canada depuis longtemps. J'ai quand même une rencontre assez encourageante dans ce sens-là pour peut-être des projets pilotes, notamment sur les services en immigration. Mais là, avec les passeports, là, ça serait quoi d'avoir une imprimante ici? Là? On a besoin de quoi? D'une photo? Le reste, là, puis de l'imprimante, là, le reste, tout peut se faire quand même à distance, les vérifications de sécurité, etc. Mais pourquoi qu'on n'est pas capable d'aller dans un bureau de Service Canada qu'on a dans chaque MRC? Peut-être un en région pour être suffisant, là. Mais quand même qu'on n'ait pas 6 à 8 heures de route à faire, et là, ajoutons l'injure à l'insulte, pour aller se battre avec le monde, pour pouvoir peut-être espérer partir. C'est une aberration complète. Ils l'ont échappé, là. Ils ont échappé le ballon en dehors du stade. Là. Qu'est-ce qui fait qu'on en est rendu là? Parce qu'on le sait, là, il y a quelques mois, c'était pas si pire que ça. On a un ami et collègue, Mathieu Proulx, qui l'a fait, là, aller chercher son passeport au bureau. Ça s'est super bien passé il y a quelques mois. Bien, ça s'est bien passé. Mathieu a été inquiet. Là. Oui, je l'ai accompagné pendant ce temps-là. Et c'était pas simple quand même. T'sais. Puis à 3 heures d'avis, il a pu avoir son passeport dans les mains, mais il n'y avait aucune garantie. Non, mais moi, j'ai accompagné des gens aussi dans cette période-là. J'en ai traîné moi-même des passeports. J'ai pris des initiatives que, bon, ils n'étaient pas trop contents que je prenne, mais ils m'ont quand même permis de le faire. Parce que ce qu'on demandait aux gens, même les services accélérés à ce moment-là, c'est venez déposer vos papiers, on le valide, vous êtes bien la personne, parce que tu peux le faire pour quelqu'un qui réside dans ton domicile, mais pas pour quelqu'un d'autre. Et après ça, ben, tu viens le rechercher quand c'est prêt. C'est juste que nous, ils nous demandent d'y aller 2 fois au bureau de Gatineau à 6 à 8 heures de route, ce qui est une aberration, encore une fois. T'sais. Mais ça, donc, je les ai faites, les fils, mais on le sentait il y a 3-4 mois. Depuis, c'est complètement chaotique. J'en jasais avec Yves Dumulon à mon bureau, puis ça reste toujours une référence. Tous les services Canada qu'on nomme qui sont chaotiques en ce moment, prenez le temps quand même d'appeler au bureau. 1-800-567-6433 ou lemire.info, c'est peut-être plus simple à retenir. Lemire.info, notre site Internet, il y a des formulaires. Posez vos questions là. Yves est là pour vous accompagner, mais ce qu'il me disait, Yves, là, c'est qu'il lui prend les statistiques depuis qu'il est là pour Christine Moore, donc depuis 2013. Des cas problématiques de passeport qui dépassent les délais auxquels il a eu à faire des suivis et tout auprès des cabinets et tout. Il y en a eu 9 entre 2013 et avril. Depuis avril, 66 en 3 mois. Donc, on parle de 7 fois plus en 3 mois qu'en 8 ans, 9 ans, 10 ans passés. Ça démontre, mais ça, rajoute ces 70 cas-là, multiplie-le par 338 comptés, fois tous les gens qui ne passent pas par nous, évidemment. C'est une aberration totale. Pourquoi on en est là? Bien, tu sais, il y a 2 facteurs aggravants. Évidemment, le contexte de la COVID, dans lequel les gens ont dû voyager, retrouver leur famille, les cas humanitaires, etc. Mais tu as aussi l'expiration des passeports 10 ans. Mais tout ça, à mon sens, était prévisible. Et tu as tous les essais-erreurs de nouveaux c'est-à-dire employés, parce qu'ils ont engagé du personnel supplémentaire, mais qui n'était pas formé, puis ça prend du temps, etc. Fait que bref, ils l'ont échappé, ils n'ont pas prévu le coup, puis ça crée un contexte complètement chaotique. Mais comme je vous dis, c'est le même partout au fédéral. C'est capotant. C'est capotant. T'sais, le message, en tout cas, que j'aurais quasiment le goût de nous dire, là, c'est de dire « Hey, on s'en va-tu de ce pays-là? Il ne fonctionne pas, il n'est pas bon pour nous autres, il ne nous sert pas bien. » Mais je n'irai pas là aujourd'hui. Mais c'est la fête nationale, alors on sent la petite fièvre de la fête nationale là, qui vous emporte. Bon, il y a différents comités aussi sur lesquels vous avez siégé. Vous avez créé des comités durant la session aussi localement. Bien, il y a là, 2 choses dans ta question. J'y vois d'abord mon travail toujours un comité de l'industrie parce qu'une étude importante pour la région était celle des minéraux critiques stratégiques dans lequel moi j'ai voulu changer le paradigme. Mais je pense qu'on en a parlé la dernière fois, mais je veux quand même y revenir dans ce bilan-là parce que j'en suis très fier. C'est vraiment de positionner dans le rapport les régions dites ressources, mais tu sais, dire on doit changer le paradigme, la transformation doit se faire à proximité de la ressource, mais les services qu'on offre. Un centre d'excellence devrait être établi en Abitibi-Témiscamingue parce que c'est ici qu'on fait la recherche, notamment par l'UQAT, le CETRI et d'autres, les PME, l'innovation. Il y a comme tout un écosystème. Évidemment, si les projets de zone d'innovation minière se concrétisent aussi du côté de Québec, on doit reconnaître ce rôle-là, mais on doit être aussi propriétaire de ces minéraux-là. Les minéraux précieux, tu sais, trop souvent, c'est OK, ben venez chercher notre or, notre cuivre, puis aller le transformer ailleurs, mais ça va nous donner quelques jobs. Oui, c'est important les mines dans la région, mais ça pourrait tellement être un levier économique qui soit d'autant plus valorisé et reconnaissant d'où elles viennent. Et c'est ce que ce rapport-là a témoigné. Puis de ce que je vois des actions gouvernementales, ça a pris du temps. L'année passée, je décriais le fait qu'on est 15 ans en retard et qu'on devrait avoir une stratégie. Bien là, est en train de se mettre en place cette stratégie-là.
là. Et avec ce qu'on a adopté comme rapport, ben je pense qu'on est sur une voie intéressante pour faire en sorte qu'on va on va être considéré comme région, en fait. Sinon, ben, il y avait le deuxième volet aussi. Qui est le comité aviseur aîné qui a été créé. Merci du rappel. Donc, moi, ce que je souhaitais là-dedans, c'est de donner une voix aux aînés de la région, de les entendre, de pouvoir réfléchir. Donc là, on est né après quelques rencontres à l'idée de pouvoir approfondir des thématiques. Les deux thématiques qui ressortent le plus fort, c'est toute la question des revenus, le soutien aux revenus des aînés, puis les services de proximité, particulièrement en zone rurale. Donc, notre travail, ça va être d'approfondir pour pouvoir amener des solutions. Évidemment, avec un regard fédéral sur la chose, mais moi, je ne me baserai pas de ça parce que les besoins des aînés sont au-delà des questions politiques. Puis ça, bien, si le message des revendications peut être entendu par des décideurs à Québec, bien, tant mieux. Puis que s'il y a des candidats à l'élection qui s'en viennent, qui ont le goût de s'approprier des pistes de solutions pour nos aînés, je vous invite à le faire. Une de celles-là, pour moi, depuis 2 ans, on a une position au Bloc québécois d'augmenter de 110 $ par mois la pension de la sécurité de la vieillesse. Bien, déjà là, on est en contexte en plus inflationniste qui sont complètement atroces. Mais j'en ai eu, dans cette pétition-là que j'ai lancée en ligne, plus de 5000 réponses. C'est donc dire que c'est un enjeu qui est préoccupant, c'est un enjeu de solidarité de cœur, mais c'est un enjeu aussi de détresse humaine. Si plus de 5000 personnes ont pris le temps de prendre le papier puis de le retourner par la poste, c'est que c'est vraiment un enjeu qui préoccupe énormément. Donc, ça va être... il y a beaucoup de millages que je veux faire là-dessus pour m'assurer que le gouvernement entende ce message-là, qui est très fort de la part des aînés. C'est vrai ici, c'est vrai partout au Québec, c'est vrai partout au pays. Il y a un enjeu de dignité et de reconnaissance de ceux qui ont bâti le pays avant nous, là. M. Lemire, si vous le permettez, on va faire une courte pause. On vous revient après cette pause. De retour de la pause, on va y aller avec un sujet sérieux, sujet dans lequel vous vous êtes impliqué dans les dernières semaines. Ça fait couler beaucoup d'encre. C'est le dossier de Hockey Canada et de ce qui s'est passé. Parlez-nous un peu de votre position dans ce dossier-là, parce qu'on vous a vu beaucoup dans les médias en parler. Parlez-nous un peu de ça. Bien, d'abord, c'est à titre de porte-parole du Bloc en matière de sport que j'ai agi là-dessus. Comme amateur, comme citoyen, non, mais même comme être humain, là. On entend parler qu'il y a un viol collectif présumé dans lequel tu as, dans une soirée festive, 8 joueurs de hockey, en tout cas, personnes associées à cette festivité de Hockey Canada, auraient commis un viol collectif. C'est complètement scandaleux. Et ce qu'on découvre, c'est que ça s'est passé il y a 4 ans et que l'affaire a été étouffée par l'organisme Hockey Canada. C'est inacceptable. Moi, j'ai déposé donc de là une motion en chambre pour qu'on puisse les convoquer, les dirigeants de Hockey Canada, pour qu'ils répondent à nos questions dans le but de faire la lumière sur ce scandale présumé de viol collectif. Ça s'est passé lundi dernier, cette rencontre-là. Donc, ça a été adopté à l'unanimité par l'ensemble des partis. La ministre Saint-Onge avait aussi demandé un audit sur la provenance des fonds parce qu'il y a une entente qui s'est réglée à l'amiable. Ce qu'on découvre, c'est que ça s'est fait dans l'espace de 3 semaines. Les fonds ont été décaissés dans l'espace de 4 jours. Mais lundi, ils sont venus nous dire qu'on a fait une enquête interne, comme si c'était là, dans les gestions de crise 101, OK, fait une enquête indépendante, mais ils l'ont fait de façon volontaire. Les joueurs ont été contactés, mais tous les joueurs ont été contactés. Ceux qui veulent participer, dites-nous-le.
on a eu, un nous dit 4 à 6 à 8 réponses, un autre nous dit peut-être 12-13 réponses. Mais bref, ça n'a pas donné des conclusions intéressantes, donc on n'a rien fait avec cette enquête-là parce que c'était pas assez crédible à nos yeux. Hockey Canada s'est lavé les mains de cette histoire-là et c'est encore véritablement scandaleux. Et c'est cette culture-là qui visiblement est extrêmement toxique, mais qui est un message qui vient d'en haut. Donc, au lieu de prendre le message au sérieux d'une convocation par les parlementaires pour pouvoir s'assurer de lancer le message que c'est une véritable tolérance zéro, qu'on ne lésine pas sur les violences à caractère sexuel, les agressions sexuelles, et qu'il y a peut-être une culture qu'on a à examiner au sein de Hockey Canada dans les vestiaires pour ces jeunes vedettes-là dans des milieux qui ont une responsabilité, une éducation sexuelle à avoir, mais tout un code de conduite qui est à établir de façon sérieuse. Hockey Canada a cherché à préserver son image et franchement, c'était extrêmement désolant comme moment. Il y a un moment qui a scandalisé tout le monde. C'est quand ils sont fait poser la question, est-ce qu'il y a d'autres cas semblables que vous avez et qui ont banalisé en disant, il y a peut-être 1 à 2 plaintes par année. Comme si c'était normal et banal. Ils ont nommé ça aussi que, nous autres, on a ça, mais tout le monde en a des histoires comme celle-là. Et c'est cette banalisation-là qui est extrêmement choquante. Hockey Canada doit prendre ses responsabilités face à ça, envoyer un message fort à la population parce qu'évidemment, c'est un symbole hyper puissant et qui doit s'adresser, ce message-là, dans cette prise de responsabilité-là, également aux victimes. Ces victimes-là, puis on voit peut-être juste la pointe de l'iceberg de ceux qui le dénoncent. Et conséquemment, face à cette mascarade-là de lundi, moi, je pense qu'il fallait aller encore plus loin. Donc, j'ai redéposé une 2e motion pour là faire à nouveau une enquête sur ces événements-là de juin 2018, qu'elle soit indépendante, évidemment, d'Hockey Canada, qu'elle soit sérieuse, qu'elle ne soit pas volontaire comme Hockey Canada avait fait la première, pour être sûr qu'on sache concrètement qu'est-ce qui est arrivé et qu'il puisse y avoir des conséquences. Pas parce qu'un joueur de hockey a un certain statut social qu'il a le droit d'avoir un laissez-passer dans notre société, surtout quand on parle d'un viol collectif présumé. Donc, cette histoire-là se poursuit. Assurément, la ministre a gelé les fonds aussi de Hockey Canada. Sur la provenance de fonds, il nous disait, c'est peut-être qu'ils ont décaissé un placement pour pouvoir payer rapidement. Est-ce que les assurances auraient pu couvrir? Est-ce que c'est d'autres questions? Mais il y a beaucoup de contradictions dans les témoignages qui ont été donnés. Fait que bref, cet exercice-là n'a pas été pris au sérieux de Hockey Canada et oui, il y aura des suites encore de ça. Une histoire qui continuera de faire couler de l'encre. On va refaire une courte pause, question d'alléger le ton, parce qu'on a des beaux petits sujets qui s'en viennent, donc on vous revient juste après la pause. Merci François. Octobre dernier, c'était la journée mondiale de lutte contre la polio. Et là, vous On est de retour de la pause. On va revenir sur la tournée qui s'est passée tout récemment avec Yves-François Blanchet. Comment ça s'est passé? Ça a permis de faire des belles rencontres ici en région? Bien, tout à fait. C'est toujours un peu stressant d'organiser une tournée du chef parce que c'est aussi un acte d'humilité, veux pas, puis de présenter, d'accueillir le chef chez nous. Mais ça a été des moments franchement agréables. Et François était dans un mood assez heureux. Merci à Médiaté d'avoir apporté une caméra sur place puis d'avoir pu l'interviewer, mais de constater aussi cet engagement-là qu'il a pour la région.
Il vient à peu près 1 à 2 fois par année. Évidemment, la dernière était dans le contexte électoral. Mais il était venu quand même l'été passé. Il veut revenir pour le festival de musique émergente, notamment en septembre. Évidemment, Toujours un rendez-vous, ça. La foire à Barrault du camionneur. Donc, ça sera une occasion. Le Témiscamingue nous manquera parce que nous a manqué cette fois-ci. Donc, on devra y retourner cet été. Bref, Yves-François est venu prendre le pouls de la région, jaser avec les gens. Autant que la dernière fois, la pénurie de la main-d'œuvre a pris beaucoup de place, ça a été encore présent. Mais ça a été une occasion, justement, le message aîné a été bien porté. Et on a eu quoi? Bon, l'idée d'abord, c'est une première rencontre citoyenne, militante, le milieu de l'entrepreneuriat, particulièrement à Rouyn-Noranda, donc une 50aine de personnes qui étaient présentes. Du côté d'Amos, un peu plus d'une 30aine de personnes. Donc vraiment, les gens ont répondu présent et je les remercie et parce que avec la COVID et la pandémie, puis moi, bon, j'ai été élu, puis on est tombé là-dedans. Donc, tu sais, j'ai pas pu, à mon sens, pouvoir avoir les liens de proximité sur le terrain avec les gens comme j'aimerais l'être. Bon, je suis venu plusieurs fois dans le studio, mais ça m'est arrivé souvent de faire des allers-retours à Amos pour ça, puis de ne pas profiter du moment pour pouvoir rencontrer les gens. Donc, la réponse a été très positive, mais surtout un moment de discussion franche, de camaraderie, de vision. Puis donc, je remercie Yves-François pour ça. On est allé au Powwow du côté de Picogan, un événement qui était grandiose. Il y avait beaucoup de gens, des gens évidemment de la communauté, mais des gens de partout de la région de la Petite-Témiscamingue qui se sont réunis. Puis moi, pour une fois que je ressentais avec autant de fierté et de fébrilité qu'on partageait un même territoire, que les Autochtones, les Anishinabés n'étaient pas des gens isolés sur notre territoire, mais qu'on était des habitants d'un même territoire, qui était possible de cohabiter, de s'intéresser à l'autre et de vivre la culture. J'en étais vraiment très fier et non, la réponse des gens partout dans la région a été très, très, très forte. Il faut dire le Power de Picogan, qui est un événement tellement rassembleur où tout le monde devient un tout. Sur le terrain, et tout le monde se jase, tout le monde a du plaisir, on apprend sur la culture, on apprend sur ce qui se passe là-bas. Donc, très bel événement de ce côté-là. Sinon, ben, vous êtes parti de la tournée à un moment donné pour aller dans un comté voisin, dans le coin de Mont-Tremblant, si je ne me trompe pas. C'est, comme je dis, je suis porte-parole des sports, je comprends qu'est-ce que vous faites mention. Il y avait là la finale mondiale de hockey-ball, de la World Hockey-Ball Federation. On parle d'une finale mondiale. Mondiale. Donc, c'est un tournoi qui a lieu à chaque année. L'année passée, c'était en Finlande. Et il y a dans cette fédération-là la reconnaissance d'une équipe nationale du Québec. Il y a 3 catégories, la catégorie homme, la catégorie femme et la catégorie maître ou master, en tout cas en anglais, 35 ans et plus. Et par ce phénomène-là d'une équipe nationale, j'étais curieux de pouvoir d'aller voir sur place. Ça a été 3 excellentes games de hockey. Dans le contexte, il y avait, dans la catégorie féminine, d'abord, il y avait 2 équipes féminines, une équipe 24 ans et moins, une équipe féminine. Mais les deux se sont retrouvés en finale. Il était en prolongation. D'ailleurs, la gardienne de but de l'équipe championne est une fille de Rouyn-Noranda. Okay. Je m'excuse d'avoir un blanc sur son nom, mais ce que j'ignorais à ce moment-là, mais qui aura gagné, qui a sa médaille d'or, qui est là. Donc, un match enlevant du côté de la finale 35 ans et plus, où joue un certain Alex Burrows, qu'on sait qui a été sur le trio des Cédines, qui est tout un ambassadeur du hockey-ball avec Patrick Ducharme, qui ont créé tout le réseau des hockey-ball au Québec et qui est vraiment un sport en émergence dans lequel le nombre de pratiquants explose. Et donc, ils sont instigateurs de ça. Ben, ils ont gagné le match, mais tu sais, qui prenaient les devants, qui se font rattraper, puis finalement, en fin de match, réussissent à l'emporter avec la victoire. Mais juste d'avoir un moment où on entend la chanson de Loca Locas, Québec, et des voix fébriles avant le début du match, sincèrement, c'est un moment de fierté très fort. Et la finale masculine a été remportée aussi par une équipe du Québec. Donc, ils ont remporté les 3 catégories dans lesquelles ils étaient inscrits. Et à ce moment-là, ben moi, je me disais, il faut qu'on parle de cet événement-là. Donc, je pouvais imaginer un moment à la Chambre des communes dans lequel je pouvais dire que 3 fois plutôt qu'une, on est champion du monde de hockey-ball, mais surtout d'inviter, puis c'est la mission de la Fondation Équipe Québec, comment qu'on peut développer des équipes Québec pour rendre le sport accessible. Et ça, je le dis bien, rendre le sport accessible au niveau international dans chaque discipline sportive. Évidemment, le hockey est symbolique pour nous, là, parce que c'est notre sport national, mais rendre accessible, quand on regarde justement dans bien des sports, on sent que les Québécois, à moins d'être les champions du monde, ont de la misère à prendre leur place au sein de chaque fédération sportive. Il y a une espèce de discrimination systémique. Est-ce que c'est une barrière de la langue ou autre chose? Mais si un joueur de hockey, parce que c'est l'exemple facile, là, qu'on regarde les championnats juniors, seniors, féminins,
si c'est pas Marie-Philippe Poulain qui est la meilleure joueur au monde, si c'est pas Mélodie Daou qui est la meilleure joueur en émergence au monde, ou des biens, je ne veux pas me tromper sur son nom, mais qui est la meilleure gardienne. Sinon, tu as une joueuse peut-être qui fait le reste de l'équipe. Il n'y a pas de joueur de profondeur. Il y a quelque chose qui fait qu'en ce moment, dans ce pays-là, dans tous les sports, on n'a pas notre place. On n'a pas accès à la scène internationale. On ne peut pas développer nos talents par ces expériences-là. Et la Fondation de l'Équipe Québec a cette mission-là. Puis sincèrement, moi, c'est une cause qui me tient terriblement à cœur et qui me rend terriblement fier. Et d'avoir pu le nommer à la Chambre des communes, leur rendre hommage à ces gens qui étaient là dans les tribunes, ça a été un beau moment de fierté, effectivement. On reste sur la scène internationale parce que l'international vous attend bientôt. J'ai été nommé, François, président par intérim du réseau des jeunes de l'Association des parlementaires francophones. Donc, dans chaque parlement dans le monde qui possède la langue française, il y a une association qui regroupe ces parlementaires-là. J'en fais partie du côté d'Ottawa comme siège jeune. Parce que c'est jusqu'à 40 ans. Donc, j'ai encore une chance de pouvoir être un jeune quelque part dans la vie. J'en profite, je vais avoir 38 ans cet été. Et dans le contexte, la présidente, elle est rotative. Donc, à chaque 2 ans, elle va changer de place. Elle est au continent nord-américain. Elle est occupée par une députée ontarienne, Amanda Simard, qui, elle, a perdu son élection. Donc, par défaut, je me retrouve à être le président par intérim. Ma première rencontre de ce réseau-là international de la francophonie, je vais le présider, ça se passe à Kigali. Donc, je vais avoir la chance de rencontrer la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie chez elle au Rwanda, de lui poser des questions, d'avoir accès, donc de faire avancer les enjeux. C'est beaucoup les enjeux au niveau de la participation citoyenne, de l'accès au numérique, du développement des technologies. La francophonie au niveau mondial, c'est la 5e ou la 6e langue la plus parlée, mais la moyenne d'âge de la francophonie est de moins de 25 ou 28 ans. La plupart des francophones dans le monde ont moins de 25 ou 28 ans. C'est donc dire que c'est une langue aussi qui est en émergence, c'est une langue qu'il faut préserver. On le sait au Québec comment c'est important en Amérique, mais qui a quand même un avenir très fort devant elle. Et c'est comment encourager ces jeunes francophones de partout dans le monde à prendre leur place, d'être fiers et tout. Fait que c'est ce que je vais avoir l'occasion de vivre à travers un voyage. Moi, j'ai beaucoup de temps de rattrapage à faire avec ma famille. J'ai bien hâte de pouvoir le faire. Donc demain, on prend le train pour pouvoir aller d'abord vers Halifax, puis l'Europe pour 2-3 semaines, mais qui va être escamoté par ce voyage à Kigali. Donc, on va aller découvrir un peu l'Afrique. Et après ça, je reviens. Il y a une autre rencontre de la francophonie du côté d'Edmonton. Tout à fait. Je vais pouvoir passer 4-5 jours à Edmonton, donc, toujours dans mes responsabilités de représentant jeune là-bas. Et après ça, le reste de l'été, pour moi, j'espère en tout cas un été de terrain, un été de famille, un été de franche camaraderie, d'amitié, de profiter de nos produits régionaux, de marchés publics, comme j'ai pu vivre tantôt, aller faire mon petit tour là, pour revoir nos marchands qui sont fidèles au rendez-vous cette année, qui ont vraiment un bel enthousiasme. Fait que c'est ce qui m'attend, j'espère, dans les prochaines semaines, jusqu'à temps que ça repart, et ça risque d'être, je l'espère, tout aussi stimulant que le printemps et l'hiver dernier. On se souhaite un été fort occupé, mais avec beaucoup de plaisir. Un peu comme tantôt, marché public, les gens avaient beaucoup de plaisir à être là. Tout à fait. Je vais aller faire un tour moi aussi. Après 2 ans de pandémie, il faut le rappeler, on l'oublie vite, là, mais... On voit le positivisme qui reprend les ventes de billets de spectacles qui sont en constante évolution. Je pense qu'on va avoir beaucoup de fun cet été, puis je pense qu'on peut se souhaiter un bel été. Une excellente fête nationale, merci. Bonne fête nationale, bon été. On se retrouve à l'automne, à quelque part en septembre, probablement. Peut-être à nous. Toujours un plaisir. Merci d'offrir cette tribune-là d'explication démocratique. C'est vraiment un privilège pour moi, là, chaque mois, de pouvoir m'asseoir et de parler de mon quotidien, de parler des engagements que je fais. Ça m'aide à me sentir imputable puis à redonner à la population ce que je fais comme travail. Je pense que c'est essentiel. Ça fait partie de notre responsabilité fondamentale d'un élu que d'être imputable. Puis tu nous permets ça. Merci François. Et merci à toute l'équipe des Médiatés, Eric et tout. Je suis très, très reconnaissant de pouvoir faire ça. Et à la maison, si jamais vous avez des questions pour votre député, vous pouvez nous les envoyer aux nouvelles avec un s@mediaté.ca. On tentera d'y répondre dans la prochaine émission.